Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le tribunal suspend l'enquête sur les dons de campagne du président Cyril Ramaphosa, le président qui ne sera donc pas confronté à la censure du Parlement. Le Zimbabwe reçoit des prêts de la Banque Import-Export de l'Inde pour financer le secteur énergétique. Les fonds permettront en effet de réduire les délestages qui affectent l'économie du pays. Et puis au Togo, une entreprise baptisée Anne Design intègre des personnes malentendantes, des personnes qui peuvent ainsi subvenir à leurs besoins. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa échappe à la censure du Parlement. Le président sud-africain était accusé d'avoir trompé le Parlement à propos de dons faits par un groupe industriel lors de la campagne électorale de 2017. Un tribunal de Pretoria vient de suspendre l'ordonnance de la médiatrice de la République. Kamesh Katapouli. L'enquête sur les donations de campagne du président sud-africain Cyril Ramaphosa a été suspendue. Une décision prise par la Haute Cour de Pretoria ce lundi 12 août. Depuis, plusieurs révélations sur ces financements ont fuité dans la presse. Des compagnies minières, des institutions financières, des patrons de médias ou encore la famille Oppenheimer figurent parmi la liste des donateurs. Il a des parts dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, dans McDonald's par exemple. Donc il est compliqué de comprendre Cyril Ramaphosa sans considérer ses relations avec l'élite du pays. La famille Oppenheimer est celle qui a construit l'homme qui est devenu Cyril Ramaphosa. C'est une famille de businessmen, donc ils attendent un retour sur investissement. Pour rappel, le président sud-africain était déjà soupçonné d'avoir dissimulé un don de campagne à la présidence de l'ANC d'une valeur de 500 000 rand, un versement effectué par Bosasa, une société spécialisée dans les services pénitentiaires. Je pense que l'ANC puisse le lâcher sur un dossier comme celui-là, d'autant plus que ça n'a vraiment rien, c'est loin d'égaler ce que faisait Zuma. Bon, maintenant, évidemment, ses adversaires vont chercher à exploiter ça politiquement. Je pense quand même que beaucoup de gens vont préférer fermer les yeux que d'aller un peu fouiller de ce côté-là, par rapport à ce que faisait Zuma. Parce que Zuma et Ramaphosa, c'est le jour et la nuit en matière de corruption. Tout ce que Zuma a fait, c'est quand même la pire des choses qui pouvaient arriver en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa est une nouvelle fois dans le collimateur de Bouzizi Mqwebane. Après avoir accusé le président d'avoir menti au Parlement sur ses dons de campagne, la médiatrice de la République a demandé au procureur sud-africain l'ouverture d'une enquête pour des cas de blanchiment d'argent. Aux Comores, 4 prisonniers politiques condamnés à perpétuité pour complot ont été graciés par le président Azali Assoumani ce samedi. En mai dernier, leur peine avait déjà été ramenée à 20 ans de prison. Parmi les personnes libérées figurent notamment l'écrivain Saïd Ahmed Saïd Tourki et l'avocat Bahassan Ahmed Saïd Jafar. Rappelons que le président comorien est particulièrement contesté par l'opposition, qui l'ont accusé de dérive autoritaire. On écoute Oumed Msadié, le porte-parole du gouvernement. Justement, c'est pour poursuivre le processus d'apaisement, puisque ceux qui viennent d'être graciés avaient l'intention de renverser l'ordre politique établi, et même si leur intention, s'il devrait se concrétiser, ça aurait été des actes criminels, le président a préféré voir l'intention et non pas les conséquences pour justement apaiser la situation politique dans le pays. Le président ne voulait pas que les gens se cabrent sur ce qui s'est passé avant et après le référendum sur la Constitution pour prendre cela comme des prétextes à continuer à attendre la situation. Il a opté pour l'apaisement depuis le début. Il appelle toujours au dialogue. Malheureusement, ce sont nos adversaires qui pensent pouvoir recourir à d'autres méthodes. Mais bon, fort heureusement pour le pays, ces actes ne sont pas arrivés à terme. Et donc, ce n'est pas la peine de se focaliser sur ça, d'autant plus que le président a engagé le pays vers l'émergence en 2030. En Tunisie, le 13 août marque la fête de la femme. Depuis la mise en place dans le pays du Code du statut personnel le 13 août 1956, les droits de la femme progressent, mais celle-ci reste confrontée à de nombreux combats, notamment les violences dans l'espace public ou encore l'égalité dans l'héritage. Iba Yakou. 63 ans après la promulgation du Code du statut personnel, la femme tunisienne mène encore des combats féministes de longue haleine. Après plusieurs années de lutte, les droits des femmes en Tunisie progressent, comme la loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes en 2017 ou encore l'abolition de la circulaire 73 qui interdisait pour une Tunisienne de se marier à un non-musulman. La procédure est encore difficile et surtout la preuve.
Nous avons quand même mis en place un numéro vert qui reçoit toutes sortes d'appels et de plaintes. Il y a aussi des campagnes avec, par exemple, des slogans écrits sur les bus « La rue n'est pas que pour toi ». Néanmoins, à Tunis, des combats sont encore menés en 2019. C'est le cas de la bataille contre le harcèlement de rue qui persiste. Près de la moitié des femmes tunisiennes disent avoir été victimes de violences dans l'espace public. Les femmes tunisiennes blâment un État absent pour implanter des politiques en leur faveur, mais qui votent pourtant des lois progressistes. J'ai l'impression qu'il y a deux axes où il faut évoluer en Tunisie par rapport à la femme. Le premier, c'est clairement l'axe législatif, c'est-à-dire que la femme n'est toujours pas l'égale de l'homme. Et ça, il va falloir travailler là-dessus. Et le président, l'ancien président Beji Caid Essebsi avait déjà essayé d'énormément avancer là-dessus. Mais il reste, par exemple, des choses comme l'égalité dans l'héritage qui sont très importantes. Et ensuite, il y a aussi les mentalités qu'il faut faire évoluer. Malheureusement, en Tunisie, parfois les lois ne suivent pas forcément les mentalités et l'inverse, et c'est vrai aussi. La Tunisie a de l'avance, la Tunisie a un leadership sur le statut de la femme, mais il pourrait se perdre si jamais on continue pas à avancer, parce que finalement, on peut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut totalement continuer tous les jours à mener ce combat et tous les jours à avancer pour que le statut de la femme soit là où il est en fait, c'est-à-dire l'égal de l'homme. Alors que le 13 août laisse place à la célébration de la femme et de ses droits en Tunisie, le mouvement féministe se renouvelle et doit faire face à de nouveaux enjeux comme celui de l'égalité dans l'héritage. Le projet de loi, déposé au Parlement en janvier 2019, n'a toujours pas été débattu. Le Zimbabwe bénéficiera de prêts alloués par la Banque Import-Export de l'Inde, des prêts qui s'élèvent à 42,5 millions de dollars pour le financement du secteur énergétique. Le pays est en effet confronté à des délestages fréquents qui affectent l'économie du pays. Philomentine. Un montant de 42,5 millions de dollars a été contracté par le Zimbabwe auprès de l'Inde. Ces fonds permettront au pays de venir à bout des délestages qui paralysent son économie déjà chancelante. Les populations confrontées au chômage de masse qui a atteint plus de 90% et à l'inflation qui s'est estimée à 66,8% en mars 2019 font face à des délestages drastiques. Le pays doit nécessairement mettre en place une nouvelle politique pour utiliser de façon optimale l'énergie disponible. Le pays donc doit adopter une nouvelle politique en matière d'acquisition de nouvelles énergies alternatives. On pourrait citer l'énergie solaire et l'énergie photovoltaïque. Au Zimbabwe, environ 60% de la population n'a pas accès à l'électricité, un chiffre qui monte à 80% en zone rurale. Les capacités de la Compagnie nationale d'électricité du pays lui permettent de produire un maximum de 969 MW par jour pour une demande en période de pointe évaluée à 2100 MW. En outre, la production du secteur minier a baissé de 10% au cours des 4 premiers mois de 2019 à cause du déficit énergétique actuellement subi par l'industrie. Il faut non seulement réduire les délestages, mais réduire les effets causés par les délestages aux ménages, aux entreprises et aux petites industries existantes. Et ces effets, pour les réduire, il faudrait nécessairement mettre en place une autre politique alternative en matière de nouvelle énergie. Au Zimbabwe, la compagnie électrique nationale estime avoir besoin d'importer 14 millions de dollars d'électricité par mois pour faire face au déficit énergétique. Notons que le pays a des réserves connues d'environ 30 milliards de tonnes de charbon. Toutefois, le secteur de l'énergie est un secteur problématique pour le pays. Au Togo, 25% des personnes sont malentendantes. Pourtant, peu d'infrastructures de formation sont adaptées à leur épanouissement. Mais l'entreprise dans la confection d'accessoires de mode se donne la mission de les intégrer, un moyen pour ces personnes sourdes de gagner leur vie et de s'épanouir. Reportage Mfa Kofi. Émue, Magny Makeyi tente de retenir ses larmes. Sa patronne, Janine, lui annonce à quel point elle tient à leur réussite. Elles sont deux à être employées chez Han Design, une entreprise spécialisée dans la confection d'écharpes et d'autres accessoires de mode. Magny et Akouvi sont toutes deux malentendantes. Comment gagner, comment trouver le pain quotidien, parfois c'était compliqué. Mais depuis qu'elle est venue, ça s'est un peu amélioré. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, ça ira mieux. Il y a de nouvelles choses qu'on apprend quand on est avec madame. J'ai démarré sur fonds propres. Pour moi, il est toujours hors de question de voir retourner ses filles à la maison. Bienvenue. Merci.
Merci. Dans l'optique de faciliter la communication au sein de son entreprise, Janine apprend la langue des signes grâce à son interprète. Pour un début, Hand Design a fixé la rémunération de ses collaboratrices à 40 000 francs CFA. Les deux collaboratrices, Janine Kemvi, sont membres de l'Association des sourds du Togo. Selon l'association, ces personnes représentent 25% de la population togolaise. Les autres pays, au Ghana à côté, l'État soutient énormément les écoles pour les personnes sourdes. Mais au Togo, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Mais quand même, il y a un effort qui est fait, mais il reste beaucoup encore à faire pour l'épanouissement de la personne sourde. Au Togo, les personnes malentendantes manquent d'infrastructures scolaires, d'enseignants qualifiés et de centres de formation professionnelle adaptés pour leur épanouissement. L'Association des personnes sourdes du Togo est membre de la Fédération togolaise des personnes handicapées qui bénéficie chaque année d'une subvention de l'État estimée à 100 millions de francs CFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.